C'est l'été. Une petite parenthèse s'impose avant de reprendre le chemin des conférences et des vidéos prévues en septembre. Pour faire le pont entre la première série dédiée à une lecture systémique, transversale, poétique et scientifique du vivant, et la seconde série, axée plus sur le petit homme, la chenille, le papillon, sans oublier la chrysalide, voici 3 contes, 3 voix, 3 chemins, offerts comme des histoires que l'on racontait autrefois sous les arbres ou au coin du feu. Chacun y trouvera peut-être quelque chose, ou peut-être rien du tout. Comme le murmuraient les anciens arbres, chacun prendra ce qu'il a à prendre. Et peut-être aussi ressentirez-vous, au détour d'une phrase ou d'un silence, ce que les 3 voix finirent elles-mêmes par comprendre. Car il existe parfois, au milieu du grand bruit des échos, quelques êtres avec lesquels il n'est plus nécessaire de se traduire. Dans un territoire ancien, bordé de forêts profondes et de souvenirs enfouis, vivait Elia. Elle ressentait une forme de malaise, un décalage constant entre les mots qu'on lui avait appris et ce qu'elle percevait. Dire douleur, colère ou joie lui semblait réducteur, comme si elle devait faire entrer l'océan dans une flaque. Autrefois, les mots servaient à relier, à créer. Aujourd'hui, ils ne servent qu'à désigner. Le langage s'était réduit à quelques noms pratiques, figés comme des étiquettes. Dans un monde tissé de pensées et de noms, tout avait une place. Les douleurs étaient des problèmes, les silences des malaises. Les différences étaient devenues catégories. Les mots enfermaient les choses, comme des bocaux trop étroits, ou les plongeaient dans un puits profond, sans fond. Ils avaient perdu leur essence, monocornes, sans saveur, insipides, sans odeur, sans couleur. Les êtres eux-mêmes n'étaient plus que des rôles, des fonctions, des étiquettes. Et personne ne s'étonnait plus. Mais Elia, depuis son enfance, éprouvait un étrange malaise. Lorsqu'on disait « c'est un arbre », quelque chose en elle murmurait « oui ». Mais lequel ? Car elle sentait que ce être-là n'était pas le vieux chêne près de la rivière, et que le vieux chêne n'était pas le bouleau blanc de la colline. Pourtant, tout le monde disait simplement « arbre ». Quand quelqu'un disait « je suis en colère », Elia percevait derrière ce mot une infinité de nuances. Était-ce une colère triste, une colère blessée, une colère de peur, une colère d'impuissance, une colère ancienne ? Personne ne semblait plus s'interroger. Le mot suffisait. Dans ce monde appauvri, les échanges se fanent. On ne se parle plus vraiment. On échange des bribes, des signaux, des mots désincarnés. Les humains ne se comprennent plus. Et les êtres non organiques qui gouvernent les sphères de la connaissance et des sens en tirent profit, car un langage pauvre réduit l'imaginaire, et un imaginaire restreint est facile à dominer. Ils ont créé un simulacre, où tout semble sous contrôle, où l'on ne voit que ce que l'on peut nommer. Mais tout ne peut être contenu dans des mots morts. Un jour, alors qu'elle se promenait loin des sentiers, elle fut prise par un orage. Elle se réfugia dans une vieille bicoque en bois recouverte de mousse. À l'intérieur se trouvait une vieille malle. Quand elle l'ouvrit, une odeur de sève ancienne s'en échappa, et avec elle un grimoire écrit dans une langue chantante, vibrante. Tu ne verras jamais le réel tant que tu continues de nommer ce que tu crois voir. Il te faudra arrêter le monde et écouter. Entre le mot et la chose existe un royaume oublié. Cependant, le grimoire ne livrait jamais tout. Certaines pages demeuraient illisibles pendant des mois. D'autres se dévoilaient lorsqu'Elia abandonnait ses certitudes. Et parfois, les phrases semblaient écrites par personne, comme si elles émergeaient du silence lui-même. Et progressivement,
Elia apprenait à se détacher, à laisser tomber les étiquettes, à suspendre les définitions. Elle rentrait doucement dans un espace, le jeûne des noms. Car peut-être que le silence, lui, nous attendait depuis toujours. Le monde autour d'elle semblait s'éveiller. Les choses devenaient plus vivantes, plus vastes, quand on ne les désignait plus. Elle se mit à imiter les sons de la nature, à parler avec les feuilles, les pierres, le vent. Son corps devenait souffle, voix, résonance. Et dans ce silence rempli, elle entendit autre chose, une autre voix. Lorsque les mots perdent leur saveur, il faut peut-être retrouver leur pouvoir créateur. De l'autre côté du monde, dans une cité où tout était contrôlé par les réseaux, les algorithmes et les autorités du langage, vivait Flora. Le monde où elle évoluait semblait propre, rationnel, efficace. Mais tout sonnait faux. Elle, pourtant, entendait autre chose. Des fréquences, des harmoniques, comme si la nature tentait de parler sous la surface synthétique. Elle appelait ça la harpe de l'univers. Flora était en quête. Un jour, elle rencontra un vieil homme caché dans une zone oubliée de la ville, un gardien des mots perdus. Il lui parla de l'époque où l'on inventait des mots, où chaque émotion avait 1000 nuances, où la pensée dansait avec le verbe. Il lui montra des manuscrits anciens, des répertoires des mots oubliés, friseli, escarboucle, murmure bleu. Mais les autorités du langage interdisaient cela. Flora fut pourchassée, mais elle avait appris, déjà, à fabriquer des mots. Des mots pour dire l'indicible, des mots pour guérir. Et dans ces nuits, elle entendait de plus en plus clairement le chant du monde. Et une autre voix, ailleurs, qui imitait les sons de la forêt. Avant leur rencontre, un pont invisible s'était tendu entre Elia et Flora. Une nuit, Elia reproduisit un souffle que le vent lui avait apporté, un son nouveau, clair et fragile, qui ne ressemblait à rien de connu. Ce son, traversant les mondes, atteignit Flora dans son sommeil. Elle se réveilla bouleversée, certaine que ce murmure n'était pas de ce monde artificiel. Flora, en retour, inventa d'autres mots, aurorelle, clair-son, étoilume, sylve souffle, écoutelle, pour dire la lumière qui apaise le silence. Elle grava ces mots dans l'écorce d'un vieux mûrier délaissé. Le lendemain, Elia les vit apparaître sur une pierre à côté de sa cabane. C'était le signe. Un jour, les chemins de Flora et Elia se croisèrent, dans un lieu sans nom. Elles n'eurent pas besoin de parler pour se comprendre. Leurs voix intérieures s'accordèrent, leurs silences vibrèrent en harmonie. Un souffle ancien se leva, alors. Le grimoire d'Elia se déploya seul, et les pages du gardien conservées par Flora s'illuminèrent. Un troisième chant naquit, le chant du lien. Ensemble, elles chantèrent. Et leur chant, fait de silence, de souffle, de gestes et de mots nouveaux, se répandit dans le monde comme une brise légère. Les êtres non organiques en furent troublés. Ils savaient enfermer les mots, ils savaient les réduire, ils savaient même les faire tourner sur eux-mêmes. Mais ils ne savaient que faire d'une parole qui naissait hors de leur cadre. Car ce qui est vivant échappe toujours aux cages. Alors ils observent, inquiets. D'abord discret, lent, puis profond, comme l'eau qui, goutte après goutte, polit la pierre, comme le printemps qui revient sans jamais faire de bruit. Certains êtres recommencèrent à se sentir,
à s'émerveiller, à écouter, à faire silence, à rêver, à parler autrement. Le langage cessa d'être seulement un outil. Il redevint un chemin, parfois même un jeu, et quelquefois un art. Alors le monde, sans cesser d'être mystérieux, recommença à ressembler à un poème en perpétuelle naissance. Lorsque les mots sont répétés sans être habités, il faut retrouver leur vibration. Jade vivait dans une autre partie du monde. Il y avait peu de mots pour vivre, mais beaucoup de mots pour paraître. Les conversations étaient devenues courtes et se répétaient inlassablement les mêmes expressions, les mêmes images, tournant en rond, les nuances oubliées, les subtilités perdues et les métaphores disparues. Les mots étaient devenus des vêtements que beaucoup portaient sans les habiter. Dans ce monde vide, il n'était plus nécessaire de faire taire les hommes. Il suffisait qu'ils répètent des concepts qu'ils n'ont jamais traversés, d'enlever aux mots leurs racines. Il n'était plus nécessaire de faire disparaître les mots. Ce monde avait rempli les jours d'images, de bruits et de distractions. Et les mots, privés de la sève de l'expérience, devenaient vides comme des feuilles mortes. Jade était née au milieu de cette époque étrange. Cependant, elle possédait un don dont elle n'avait jamais parlé à personne. Elle entendait derrière les mots, leur musique, leur rythme, leur tonalité, leur subtilité. Lorsqu'une parole était véritablement vécue, elle produisait une vibration semblable à celle d'une corde de harpe. Certaines paroles prenaient même des couleurs. D'autres avaient le parfum des sous-bois après la pluie. D'autres encore ressemblaient à une eau claire qui descendait des montagnes. Mais de plus en plus souvent, Jade n'entendait rien, rien qu'un son sec, creux, comme des coquillages vides qui s'entrechoquent. Car son monde avait changé. Ce n'étaient pas les êtres qui parlaient moins, bien au contraire. Jamais ils n'avaient autant parlé. Les mots coulaient jour et nuit, dans les rues, sur les écrans, dans les maisons, dans les écoles, dans les grandes assemblées. Chacun expliquait, chacun commentait, chacun enseignait, chacun donnait son opinion. Ils vivaient dans les échos plus que dans la parole propre. Il y avait les écoutants, ceux qui répétaient comme des perroquets, et les miroitants, qui semblaient fascinés par certains mots en se parant de mots brillants, les accrochaient à toute chose. Un même mot pouvait être posé sur une musique, une danse, une thérapie, une nourriture ou une manière de respirer. D'autres mots, plus savants, étaient employés avec une assurance admirable. Et chacun semblait convaincu d'avoir tout compris. Lorsque Jade écoutait, elle avait l'impression étrange d'entendre toujours la même chanson. Les phrases changeaient, les visages aussi, mais les notes demeuraient identiques. Les mêmes expressions revenaient sans cesse, les mêmes grands mots, les mêmes formules, les mêmes images, comme une trame qui se duplique, comme si 1000 bouches différentes étaient accordées sur une seule corde, une corde tendue qui répétait inlassablement la même note, toc, 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 comme une vieille roue tournant dans l'eau. Et pourtant, derrière ces quelques sons, Jade percevait des océans entiers que leurs propriétaires ne savaient plus nommer. Des chagrins sans vocabulaire, des émerveillements oubliés, des nostalgies sans visage. Cela lui faisait mal, très mal. Alors Jade se demandait, comment est-il possible que tant d'êtres parlent sans cesse et que pourtant si peu de voix soient réellement différentes? Un jour, elle assista à une grande assemblée. Des hommes et des femmes se succédaient sur l'estrade.
Tous parlaient avec certitude, tous expliquaient le monde, tous donnaient des leçons. Les mots étaient magnifiques. Mais derrière ces mots, Jade n'entendait rien. Dans la nuit, elle marcha jusqu'à la forêt ancienne. Là vivait celle que l'on appelait la femme des mousses, une très vieille femme qui semblait écouter pousser les lichens. Jade s'assit près d'elle, longtemps, sans parler. Puis elle murmura : « Pourquoi leurs mots sonnent-ils ainsi ?» La vieille femme leva les yeux. « Ainsi comment ? Vide. Ils parlent sans cesse, ils enseignent, ils expliquent, mais rien ne chante. Pourquoi ?» La vieille femme sourit. « Les mots ne sont pas vides, Jade. Tu entends leurs cordes. » Elle prit alors une vieille cithare suspendue à une branche. Une corde vivante se modifie sans cesse. Elle écoute, elle s'accorde, elle répond. Mais une corde morte répète toujours la même note. Alors elle produit du bruit. Plus de musique. Il en est ainsi des mots. « Mais ils mentent !» demanda Jade. « Non. Ils répètent. Ils empruntent des paysages qu'ils n'ont pas encore traversés. Ils parlent de mers dont ils n'ont jamais vu que les cartes. Ils parlent de montagnes dont ils ignorent encore les sentiers. Et beaucoup confondent les mots avec ce qu'ils désignent. » Puis la vieille femme ajouta : « Autrefois, les conteurs ne parlaient pas des mots. Leur histoire n'expliquait pas. Elles accordaient. Elles mettaient les êtres en mouvement. Elles faisaient résonner ce qui dormait déjà en eux. » Jade demeura silencieuse. Puis elle demanda : « Pourquoi cela me fait-il si mal ? » « Parce que tu entends la qualité vibratoire des mots, tu entends les cordes. Tu ne choisis pas de l'entendre, cela t'arrive. Tout le monde entend les mots, mais toi, tu entends lorsque les paroles naissent d'une traversée. Tu entends aussi lorsqu'elles ne sont plus qu'une répétition de mémoire. Tu entends lorsque le mot est devenu signal au lieu d'être résonance. Ils sont davantage pris dans le bruit, dans les automatismes, dans les échos. Ils n'entendent plus véritablement. Ils n'écoutent plus véritablement, ils réagissent. Ils vivent dans les grands échos. Ils reconnaissent des mots, mais ne rencontrent plus ce qui les traverse. Et peu à peu, ils deviennent absents au chant. Alors qu'elle se reposait un soir d'automne, sous un hêtre immense, elle entendit quelque chose qu'elle n'avait plus perçu depuis si longtemps, comme une sorte de musique que le vent transportait. Ces mots n'étaient pas connus, pourtant ils étaient vivants. Aurore-elle, clair-son, étoile-lume, sylve souffle, écoute-t-elle ? Alors Jade éclata en sanglots, car pour la première fois depuis des années, elle comprit qu'elle n'était pas seule. Quelque part, quelqu'un se souvenait encore, quelqu'un parlait comme les anciens conteurs, quelqu'un faisait encore chanter le monde. Et sans le savoir, Elia et Flora venaient de l'appeler. Ainsi commençait l'histoire des trois voix. L'histoire des trois voix, la prophétie des arbres. Longtemps avant que leurs chemins ne se croisent, les anciens arbres parlaient déjà d'elle. Ils racontaient qu'un jour viendraient trois jeunes filles qui ne se connaîtraient pas, mais qui porteraient chacune une partie d'une même mélodie. La première apprendrait le silence, la deuxième réveillerait les mots oubliés, la troisième entendrait la vibration cachée derrière toute parole. Mais les arbres ne révélaient jamais leur nom. Ils se contentaient de murmurer : lorsque les trois voix se reconnaîtront, la grande musique pourra de nouveau être entendue. Et les racines se taisaient, car certains secrets ne doivent pas être expliqués trop tôt. Cependant,
Lorsque les nuits étaient très calmes et que les étoiles descendaient jusqu'aux branches, les vieux arbres ajoutaient parfois « Avant de se connaître, chacune d'elles croira être seule. Chacune portera en silence une tristesse que peu comprendront. Et il leur arrivera même de se demander si elles n'ont pas rêvé ce qu'elles entendent. Mais la grande musique n'abandonne jamais ses notes. Elle sait les réunir lorsque le temps est venu, non pour qu'elle change le monde, ni pour qu'elle convainque qui que ce soit, mais afin qu'elles découvrent qu'elles n'ont jamais été des erreurs, et qu'il existe parfois, au milieu du grand bruit des échos, quelques êtres avec lesquels il n'est plus nécessaire de se traduire. Alors, une ancienne fatigue commence à se dissoudre. Non parce que le monde est devenu différent, mais parce qu'il n'est plus nécessaire de porter seul le chant. Et les arbres sourient, car ils savaient qu'une seule voix peut traverser les montagnes, mais que deux voix qui se reconnaissent peuvent enfin se reposer.